Bien, chers internautes, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure auquel vous allez devoir me suivre. C'est bien, Monsieur Martin Mwamba de l'Espace en Tendance. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet d'actualité. Ce sujet qui touche les Congolais, l'Africain sensible, les Panafricains sensibles, la guerre de l'Est. La guerre. La question de l'Est du Congo euh, fait réfléchir beaucoup de personnes. Cette situation de l'Est du Congo, avec toutes les vidéos que nous sommes en train de voir, jour après jour, nous pousse à nous interroger sur les vraies raisons, sur les pourquoi le gouvernement ou les autorités de Kinshasa, ils n'arrivent toujours pas à trouver une solution une fois pour toutes pour cette guerre qui tue, qui détruit des familles, de personnes, de femmes, des innocents. Plusieurs innocents. Nous comptons à l'heure actuelle plus de 10 millions de personnes qui sont mortes à l'est du Congo. Nous comptons à l'heure actuelle plus de 6 millions de femmes violées, plus de 200 millions, 200 000 enfants ici de viol. Une situation au Congo et en Afrique qui doit être inadmissible, inacceptable. Mais la bonne question consiste à savoir pourquoi la guerre perdure. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec le président Félix Tshisekedi qui a réussi son deuxième mandat. Eh bien, on espère, on ose croire que cette guerre va prendre fin. Mais pour que cette guerre puisse vraiment prendre fin, il faut se poser de bonnes questions. Des bonnes questions, entre autres, quelles sont les stratégies que le président ou l'équipe du président ont donc tissées pour pouvoir mettre fin à cette guerre. Nous savons très bien, chers amis, que pendant la période de campagne électorale, le président Félix Tshisekedi, il a promis, il a dit, il a clairement qu'une fois au pouvoir, s'il faudrait déclarer la guerre contre le Rwanda, il va le faire. Nous sommes aujourd'hui pratiquement quelques mois après son élection. Là, nous ne comptons plus, nous ne parlons même plus de projet des 100 jours après les élections où on ne sait pas encore comment ça va se faire parce que les gouverneurs sont mis en place. Mais nous revenons juste sur la question de qu'est-ce qu'il a, ce qu'il avait promis et ce qui est en train d'être fait et qu'est-ce que nous devons nous attendre dans les jours à venir. Cette question ne doit pas seulement se limiter sur l'aspect émotionnel. Nous devons approfondir notre réflexion sur l'aspect rationnel. Pourquoi je vais bien vous inviter à réfléchir, à mûrir plus sur le côté rationnel que sur le côté émotionnel, bien que cette guerre, cette rage, cette invasion, ça suscite bien des émotions. Eh bien, c'est parce que, la guerre ne se gagne pas sous l'effet des émotions. Là, je reviens par rapport à une vidéo que j'avais publiée il y a cela quelques mois, où je faisais allusion à la force de la masse par rapport à la population du pays voisin. Là, je reviens sur le principe élémentaire de la guerre. Le principe élémentaire de la guerre consiste à ce qu'on doit être calme, posé, avec tête bien froide, pour pouvoir analyser avec plus d'objectivité les réalités de la guerre, afin d'élaborer une stratégie qui doit nous amener à la victoire. La guerre ne signifie pas forcément prendre des armes, aller s'entretuer. La guerre, c'est aussi l'art de pouvoir connaître l'adversaire, d'anticiper les pas et gestes de l'adversaire
Élaborez des stratégies appropriées pour que l'adversaire tombe dans le piège que vous avez tendu, afin qu'il puisse perdre contrôle. Et en perdant le contrôle, vous pouvez profiter à ce moment-là pour pouvoir agir sagement, avec beaucoup plus de tactique pour toucher l'endroit où il faut toucher. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? C'est ce que j'aimerais qu'on réfléchisse aujourd'hui ensemble. Certains parmi nous connaissent ce qu'on appelle les jeux d'échecs. On peut anticiper l'adversaire sur bien deux pas. On peut même lui dire que voilà, échec mat après 2 coups, après 5 coups, après 10 coups, après 7, 8 coups. Ça veut dire que nous anticipons, même nous comprenons la réflexion de l'adversaire, nous comprenons comment il va poser ses pions et nous lui poussons à agir de la sorte afin que nous puissions en tirer profit. C'est dans cette optique-là que j'ose croire que le président Félix Tshisekedi s'est mis dans cette guerre. La guerre ne veut pas forcément dire qu'il faut gagner avec des armées. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que nous avons vécu cette démonstration de cette flagrante femme qui est connue normalement comme étant une agente de renseignement pour la nation congolaise, mais non, elle est devenue une agente de renseignement intelligente de la dame du M23. Aujourd'hui, elle est entre les mains de la sécurité, mais combien sont-elles? Combien de personnes aujourd'hui, se disant congolais, sont prêts à pouvoir collaborer avec l'ennemi? Combien d'entre nous, les Congolais, sont prêts à porter les secours à Nanga ou à d'autres personnes? Vous comprenez que cette question, ça déstabilise. Ça déstabilise la table même des stratégies. C'est pourquoi la guerre va prendre du temps. Une bonne guerre ne se gagne pas forcément en versant le sang. D'ailleurs, une bonne guerre se gagne en évitant de verser le sang. Mais bon, je disais, la guerre se prépare en amont. Mais ça se prépare avec des personnes qui ont des têtes bien pensantes, des personnes avec de gros cerveaux. Pourquoi il faut avoir des personnes comme ça autour? Mais c'est parce que la guerre, c'est d'abord l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut observer les actions, il faut analyser ces actions, et puis il faut anticiper certaines actions. On peut bien observer ce qui s'est passé avant, on peut analyser ce que nous sommes en train de vivre actuellement, et puis on peut savoir quels sont les jets de l'adversaire qui vont être posés demain. Socrate disait, connais-toi toi-même. Spinoza disait aussi, connais ton ennemi. Donc, dans l'art de la guerre, il est beaucoup plus préférable de connaître ton ennemi. C'est la stratégie que Félix avait bien menée. Il a essayé de pouvoir s'approcher auprès de l'adversaire qui est Rwanda, les Rwandais, avec Paul Kagame. Il a cherché à pouvoir comprendre le pourquoi il tient à tout prix à être là au Congo. Il a essayé de comprendre pourquoi il ne veut pas cette politique de bon voisinage. Il a essayé de négocier même certains accords que certains ont considérés que ce sont des accords terribles. Mais dans tout ça, ça n'a pas servi à grand-chose. Donc, partant de cette analyse, de connaître son ennemi, je pense que Félix Tshisekedi, à l'heure actuelle, il maîtrise bien la carte que joue Paul Kagame. Bien entendu, il faudrait que le président, le chef de l'État, le commandant suprême, voulais-je dire, doit être autour de lui, accompagné par deux personnes qui sont des grands penseurs. Ce n'est qu'en ayant de grands penseurs qui pourra gagner, que nous pourrions gagner la victoire. Et pour avoir de grands penseurs, ces grands penseurs doivent analyser sur plusieurs aspects, analyser les actions, les problèmes du Congo sur plusieurs aspects.
comprendre d'abord qui sont ces Congolais qui sont déjà en connivence avec l'adversaire. Ça, c'est une question très compliquée parce que déjà, l'armée congolaise est infiltrée depuis des années. Or, nous savons très bien, si on a un général qu'on a nommé, ce général viendra avec ses subalternes et ses acolytes. Ces gens-là lui seront fidèles aussi longtemps qu'ils pourront être fidèles. Et nous savons les conséquences, c'est que dans cette logique de fait, ces personnes-là vont toujours être à la merci des programmes et des projets de celui qui les a traînés au pouvoir. Ces généraux ont certainement amené leurs cousins, leurs cousines, leurs tantes, leurs nièces, leurs neveux. Ils ont des ramifications à travers les provinces, la collectivité, les tribus. Et ils ont certainement des pions qu'ils ont eu à placer par-ci, par-là. Tous ces gens-là communiquent pour le profit de ces gens. Donc, il faut un sacré toilettage au niveau d'abord de l'armée. Aller en guerre aujourd'hui, selon la compréhension qu'on a, oui, on a des armes, on a des missiles, on a ceci, on a des drones, pourra bien sûr nous servir à quelque chose. Mais cela ne sera pas la finalité. J'ose croire sincèrement que la finalité ne viendra pas par rapport à l'armée. Parce que nous voyons que notre armée est tellement gangrénée, et ça, tout le monde le dit. Ce n'est pas du tabou, ce n'est pas de l'injure, on n'injurie pas notre armée. On sait qu'il y a des gangrènes dans notre armée. On sait qu'il y a des autochtones qui sont attachés, affiliés avec les adeptes du M23. Alors, les grands penseurs qui doivent être autour de la table du chef de l'État ne doivent pas seulement se mettre dans cet ébouillonnement des émotions. Non. Ils doivent prendre en considération tout ce qui est en connivence avec l'intellectuel, avec l'information. Pourquoi l'information? Parce que, comme l'on dit, celui qui a la connaissance, il a les pouvoirs. Celui qui a l'information, il détient la clé de voûte. L'adversaire, lui aussi, il ne dort pas. Il a des infiltrés à travers les Congo, comme on vient de le dire. Il y a des généraux qui ont été nommés. Il y a des gens qui ont eu des pouvoirs, des titres. Il y a ceux qui sont ancrés dans notre politique aujourd'hui, qui chevront dans notre politique aujourd'hui. Il y a de ces personnes qui vivent jour après jour sous la couverture de la force de l'État congolais. Mais ces gens-là sont les adeptes à 100% de l'adversaire. Donc vous comprenez que les enjeux sont terribles. Et se lancer dans une guerre directement à front ouvert, c'est vrai, ça peut nous amener à une réussite, mais nous avons une forte probabilité que cette guerre ne marche pas selon nos attentes. On sait très bien quand commence la guerre, mais on ne saura jamais quand la guerre pourra finir. Ce qui est dit de la guerre, c'est dit aussi avoir assez de soldats disciplinés. Alors la question est de savoir, est-ce que les Congo, à l'heure actuelle, nous avons des soldats disciplinés? Pour pouvoir comprendre, trouver la réponse à cette question, moi j'aimerais personnellement vous présenter ou donner l'ombre des agents de l'autorité, les agents qui exécutent l'autorité de l'État. Commençons par les policiers. Mais juste les policiers de circulation routière. Des personnes gangrénées par la corruption. On voit chaque jour comment ils tracassent des gens, les chauffeurs, comment ils tracassent des personnes en route. Des personnes en uniforme, comment ils sont gangrénés par la corruption. On voit des généraux dans tout ce qui est commission, trafic et consorts. Chers amis, pensez-vous que ces généraux qui sont déjà corrompus, ces policiers qui sont corrompus, sont-ils prêts vraiment à prendre les armes pour aller
défendre la nation. Même si parmi nous, il y a deux personnes, bien entendu, qui se battent corps et âme à l'heure actuelle, qui sont au front pour défendre la nation. Mais la discipline, on en est où? Beaucoup d'entre nous n'ont pas la discipline militaire. Parce qu'ils sont devenus des hommes d'affaires. Ils se sont lancés dans les affaires, ils sont devenus des affairistes. Ils ont perdu l'essence réelle de leur salut devant le drapeau. Ils ont perdu l'honneur même de porter l'uniforme. Donc, les anciens régimes n'ont pas servi la nation. Il faut l'admettre. Et aujourd'hui, c'est vrai, on voit des gens qui disent « Oui, mais c'est parce qu'ils ne sont pas bien payés. » Même si on leur donnait 200 000 $, même si on donnait 20 000 $ à un général, à un policier, est-ce que c'est ce qui va enlever les gangrènes de la corruption? Les Écritures, c'est pour ceux qui lisent la Bible, les Écritures disent que l'homme est corruptible. L'être humain reste corruptible. Ça veut dire que devant le besoin d'être corrompu, il y a cette capacité de pouvoir tomber dans le faille. Et si on sait découvrir les points forts, les points faibles, même pour des petites raisons, même des petites pièces de monnaie, la personne peut toujours trahir. Vous savez, je faisais allusion aux Écritures parce que je voulais juste prendre l'approche des écrits sacrés pour montrer comment les tentateurs aillent à séduire le premier couple. Et s'il a fait avec ces personnes qui étaient considérées comme parfaites, dont le grand créateur lui-même les a créées, à combien plus forte raison cette situation peut être appliquée à chacun d'entre nous? Le cerveau de l'adversaire du Congo cherche à comprendre quels sont les mécanismes qui doivent être mis en place pour corrompre l'homme congolais. Lui donner une raison de l'existence. Et quand ils ont défini cette raison d'existence, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher parmi nous qui peut être corrompu. On voit aujourd'hui Nanga changer de veste. Il est devenu agent du M23. Hier, c'est celui qui avait proclamé Félix Tshisekedi président de la République. Est-ce qu'il lui avait proclamé parce qu'on lui avait tendu l'arme sur la tête, une gâchette à la tête? Je ne pense pas. Est-ce qu'il a été proclamé parce qu'il n'avait pas d'autre choix à faire? Et aujourd'hui, pourquoi il doit changer de camp? C'est parce que l'adversaire a compris que l'homme congolais, si on lui donne une raison, on lui montre comment faire pour qu'il puisse atteindre ses vilains désirs, eh bien, il finira par tomber dans le mail. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé avec Mouzé. Il a fallu pour montrer à Mouzé qu'on pouvait enlever Kabila, Etienne Mobutu du pouvoir et lui mettre à la place. Eh bien, il a cédé. Il a fallu qu'on amène une personne, lui dire, voilà, si tu tues le monsieur Mouzé Kabila qui est là, eh bien, toi, tu pourras récupérer cette place. Et il a fallu qu'on lui convainc, on lui donne une raison, et puis il a cédé. Chers amis, la question de la guerre du Congo nous touche du fond du cœur. Ça nous demande de réfléchir et de mûrir avec beaucoup plus de froideur cette question. Je suis totalement d'avis que certainement le président Félix Tshisekedi, à un moment donné, pourra prendre des armes si cela s'avère nécessaire. Mais dans la même logique d'idée, la guerre ne se gagne pas forcément avec les armes. J'ose croire aussi qu'il est dans cette logique où on peut utiliser d'autres cartes pour pouvoir faire tomber l'adversaire devant ses faits. Lui mettre dans un certain désarroi, lui pousser contre le mur et puis lui obliger à abattre la retraite. C'est en faisant ainsi et en enlevant ces émotions qui obstruent au fait notre capacité rationnelle de voir les choses,
nous pourrions arriver à résoudre la question de l'Est sans verser beaucoup de sang. Je disais qu'il est très facile pour être corrompu en tant qu'humain imparfait. Mais quand on a déjà goûté le plaisir du pouvoir, de la corruption, il est très difficile de se délier. Et c'est là où on voit même les soi-disant les hommes de Dieu tomber aussi si bas. C'est là où on voit que l'homme congolais n'a pas encore compris que le développement du Congo ne viendra pas de l'Orient, de l'Occident, ou la libération du Congo ne viendra pas parce que telle personne est venue investir ou telle personne est venue investir. Non. Le capitalisme et le libéralisme ne servira jamais au profit du socialisme. Ça serait pour s'enrichir et pour devenir de plus en plus fort. Alors, il faut une prise de conscience. La prise de conscience de l'intellectuel congolais. L'intellectuel congolais qui doit réfléchir froidement, qui doit comprendre que les besoins physiologiques de la nation congolaise doivent être comblés par l'entrepreneuriat congolais. Doit investir ses moyens, ses capacités, tout ce qu'il peut faire pour que dans son secteur, il puisse exceller. Il faudrait commencer par là. Parce qu'on ne peut pas, même si on commençait une guerre aujourd'hui et qu'on n'a pas l'approvisionnement nécessaire, eh bien nous serons battus. Parce que la guerre peut commencer aujourd'hui, mais ça va nous amener pendant combien de temps? Et tant que nous sommes au front, on n'aura pas le temps d'aller faire le bilanga, l'agriculture. On n'aura pas le temps d'aller trouver à manger. Parce qu'on va investir assez de moyens pour gagner cette guerre. Question finance. Ça veut dire que nous n'avons même pas la machine à production chez nous, mais nous voulons déjà entamer une guerre qui demande approvisionnement en nourriture, approvisionnement en munitions, approvisionnement en armée, en personnes, ressources et à toutes les stratégies qui vont avec. Donc, chers amis, cette question des guerres est très complexe. Entre-temps, nous, hommes congolais et intellectuels que nous nous appelons, nous n'arrivons pas à comprendre que avant de pouvoir penser gagner la guerre, il faut d'abord mettre en place les moyens nécessaires pour que cette guerre, quel que soit le temps que ça va prendre, que nous ayons l'avantage sur l'adversaire. Parlons de la discipline militaire ou de la communication. Je ne pense pas, je n'ai jamais vu, sauf peut-être s'il y a des gens qui ont des vidéos qui puissent nous faire parvenir, je n'ai jamais vu les armées l'armée rwandaise publier des vidéos sur les réseaux sociaux de leur victoire dans l'espace de la guerre. Non. Mais bizarrement, nous, on va voir même des généraux en tenue civile en train de diriger, de commander. Qu'est-ce que nous voulons donner comme message? Dans l'art de la guerre, le commandant de la guerre doit savoir maîtriser des actions. La simulation, se mettre dans la logique où on pense comme l'adversaire. Simuler les scénarios que l'adversaire peut faire. Mais vous imaginez quand vous donnez déjà votre position géographique avec votre téléphone, parce que c'est localisable. Quand vous êtes en train d'expliquer que voilà, nous sommes tel endroit, on va attaquer comme ça, votre stratégie de guerre est exhibée directement sur les réseaux sociaux. Pensez-vous vraiment que dans cette logique de fait, votre adversaire va vous attendre à la merci comme si c'était un appât qu'on a mis pour que les poissons puissent venir attraper? Non, pas du tout. Loin de là. Par contre, ça va servir à l'adversaire pour qu'il puisse comprendre comment vous ciblez, comment vous attaquez.
Vous pouvez peut-être imaginer, oui, ils ont allumé le feu quelque part, ça veut dire qu'ils sont là. Mais non, mais peut-être ils ont fait une dissuasion. Le temps que vous arrivez sur place, vous tombez dans l'embuscade. Il y a plusieurs éléments, chers amis congolais, chers amis africains et panafricains, que nous, en tant que Congolais, nous devons réviser, réactualiser et surtout réanalyser. Nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo. Elle est chère pour nous. Elle est chère pour nos enfants. Elle est chère pour nous tous. Établir des stratégies nécessaires demande de la patience. Et c'est grâce à la patience qu'on peut aboutir à trouver ou agir correctement. À l'instant actuel, nous avons un président de la République qui pense sur les techniques et les modalités à vaincre cette guerre, sans verser du sang ou sans aller dans un échec, parce que les éléments de préparation de la guerre, il faut se les dire, on n'en a pas encore. Nous n'arrivons même pas à subvenir à nos propres besoins. Nous savons très bien que nous importons tout de l'étranger. Même la farine, même des haricots, même du riz. Donc, ça serait très difficile pour nous de pouvoir vaincre cette situation si on n'est pas objectivement dans on ne regarde pas cette situation de façon objective. Il est très important que nous agissons avec cette capacité de simulation et de dissimulation. Pourquoi je parle de dissimulation? Mais c'est parce que si nous n'arrivons pas à avoir une discipline, si notre armée n'arrive pas à se mettre dans cette logique de maintenir une discipline de guerre, la somme des efforts conjugués au niveau de la diplomatie et ailleurs sera égale à zéro. Parce que l'adversaire va se rendre compte que devant nous, nous n'en sommes que légers. Donc il peut toujours se maintenir dans sa position malgré la pression diplomatique qu'il peut avoir à l'extérieur. Ce n'est pas la diplomatie qui va gagner la guerre. C'est les stratégies qui doivent être menées sur place pour gagner cette guerre. Et parmi ces stratégies, nous avons la stratégie aussi de la guerre économique. Les sanctions économiques. Mais les sanctions économiques ne doivent pas seulement sortir de l'Europe. Les pays qui nous ont envoyé des troupes au Congo, ils peuvent aussi sanctionner les Rwandais. Et non pas seulement dire que les Rwandais doivent quitter le pays. Et là, il faut aussi une diplomatie d'action. Les pays qui sont venus au Congo pour soutenir, notamment l'Afrique du Sud qui a aussi envoyé une délégation, ou les autres pays membres de tous les différents accords que nous avons signés avec les pays en Afrique, doivent poser des actes qui justifient et qui poussent à une action. Si dans ce pays-là, les Rwandais bénéficient de certains avantages ou des liens de collaboration, des sanctions sévères doivent être menées. Et ça, c'est à notre politique, à notre diplomatie de pouvoir peser aussi. On ne doit pas toujours pleurnicher. Rien ne va sortir comme solution si nous restons là, stationnés en train de pleurnicher. Non. Je pense qu'il est actuellement temps, chers amis, chers Congolais, de réfléchir avec beaucoup plus de fraîcheur dans nos têtes, de ne pas tomber dans l'ébullition des émotions, de nous concentrer sur quels sont les actes et les axes nécessaires qu'il faut poser pour pousser l'adversaire à battre retraite, mais aussi pour sanctionner les Congolais qui ont préféré trahir la nation. Ceux qui sont en train de mourir à l'Est aujourd'hui sont nos sœurs, sont nos frères, sont nos cousins, nos cousines. Nous partageons tous cet héritage commun qui est la RDC. Pourquoi certains de nos frères et sœurs vont prendre les armes pour tuer leurs frères et après aller négocier aller chercher maintenant à négocier avec ceux qui détiennent les pouvoirs? Ceux qui
vont mourir sont-elles de moins que rien? Oui, c'est vrai que certaines vont dire, oui, mais c'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin, la guerre en soi n'est pas morale. Mais l'action après la guerre, la victoire après la guerre, pourra avoir des valeurs morales, pour être justifiée d'une façon logique. On peut comprendre ça comme ça. Oui, on va attaquer, on va tuer des personnes, quand Mobutu va partir, eh bien, c'est la victoire, l'indépendance, c'est la démocratie qui va s'installer. Et après, c'est Fileka de Musée, Kabila. On a éliminé Musée. Ah oui, mais après, vous comprenez, chers amis, la logique de justifier la guerre par certaines actions, par les frères congolais, ça, nous devons bannir ce comportement. Et aujourd'hui, un Congolais qui va se permettre d'aller soutenir Corneille Nangaa, c'est quelqu'un qui trahit la nation. Et en trahissant la nation, il s'est conçu d'office ennemi de la nation. Et quelqu'un qui est ennemi de la nation, je ne pense pas qu'on peut lui accorder encore la vie. Parce que ceux qui vont tuer, ceux qui tuent, ceux qui vont mourir et ceux qui sont en train de tomber aujourd'hui, parce qu'un fils du pays après les armes, oui, reste à se poser la question, est-ce que c'est vraiment aussi un fils du pays? Voilà, chers amis, ce sont là quelques réflexions que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui en rapport avec la guerre de l'Est, parce que nous nous disons certainement que cette guerre a tellement perduré, quelles sont les actions qu'il faut poser. Je voulais échanger avec vous sur ces éléments. D'abord, une guerre, on ne va pas en guerre par des émotions. On va en guerre parce que nous avons compris les enjeux. En comprenant les enjeux, il ne faudrait pas seulement utiliser les armes, mais il faut aussi laisser vaincre l'adversaire par ses fautes. Et pour que l'adversaire tombe dans ses fautes, c'est à nous de pouvoir mener l'adversaire dans ses fautes. Et comme les boxeurs dans un ring, parfois on arrive à gagner juste parce que l'adversaire a commis l'erreur. Rendre distrait l'adversaire nous pousse à gagner des avantages dans le combat. Et c'est ça ce que nous devons tous mûrir à l'heure actuelle. Le président Félix Tshisekedi, j'ose croire qu'autour de lui, il a des personnes, de grands penseurs qui anticipent les actions de l'adversaire. Et qu'autour de lui, il se prépare pour pouvoir agir d'une façon où, à l'instant où les différentes actions qui sont en train d'être préparées aujourd'hui seront mises en place, la victoire doit nous être certaine. Que cela est dit, l'intelligence doit être beaucoup plus appliquée que l'aspect de l'émotion où nous pensons prendre les armes, aller à l'Est. Une guerre se gagne si c'est bien préparé et chaque nourriture et chaque plat qui pourra nous servir est utile. Le plat qui pourra nous être servi ne viendra pas forcément de ceux qui sont à Kinshasa. Ça peut venir de ceux qui sont à l'étranger. Nous avons beaucoup de Congolais qui sont à travers le monde, qui sont des généraux, qui sont des colonels, qui ont fait l'armée dans des pays étrangers, qui sont prêts à apporter leur contribution au niveau de l'armée congolaise. L'armée congolaise, en elle-même, est vouée à plusieurs tentatives. La corruption gangrène depuis le sommet de l'armée, de la même manière que la corruption gangrène notre instrument de la justice. Nous le savons. Nous luttons pour qu'on puisse remédier à cette situation. Raison pour laquelle il est très important que chaque Congolais qui se sent digne de cette nation se charge à pouvoir montrer l'image correcte, appropriée pour valoriser notre nation. Que la nation congolaise, notre nation, notre patrie, soit toujours le plus beau et le plus fort. Vive la nation congolaise, vive notre pays. Je vous souhaite une agréable soirée. C'était M. Martin Mwamba sur l'Espace en Tendance. À la prochaine occasion pour d'autres émissions.